InFocus Génération Cobaye témoigne sur le modèle économique. et comment travailler avec le privé. InFocus a environ 260 000 € de budget sur l'année écoulée. On a à peu près 30% de ce budget qui est consacré à payer des intermittents et des freelances qui travaillent avec nous sur des projets. Et après, l'essentiel du reste, c'est essentiellement de la masse salariale, sachant qu'on a une part d'investissement matériel qui est assez faible parce que on travaille avec du matériel qui est pas extrêmement coûteux et pour l'instant, on est hébergé à titre gracieux. Pour boucler notre budget, on a un soutien de la Fondation Bettencourt à hauteur de 45 000 € par an, sur 3 ans en l'occurrence, donc à peu près un cinquième, un sixième de notre budget. Et en fait, tout le reste, c'est de l'autofinancement, donc c'est des prestations audiovisuelles qu'on vend à des clients divers et variés. Alors les besoins financiers de Génération Cobaye, c'est un budget qui est actuellement entre, on va dire, 200 et 500 000 €. On a un budget plancher qui permet de faire à la fois de payer les 3 salariés et de faire fonctionner l'association sur ses activités de base, donc l'activité de sensibilisation et la vie des groupes locaux sur le territoire, la vie démocratique, c'est-à-dire l'Assemblée générale et la colorité. Et ensuite on fonctionne en mode projet, c'est-à-dire qu'on va chercher des financements pour chacun des projets. Enfin, si le projet ne trouve pas d'argent, il ne se fait pas, ça permet de ne pas mettre en danger la structure. On essaye d'inclure à chaque fois le coût humain et le coût des fonctions support dans chaque demande de financement qu'on fait. Sur notre modèle économique, on essaye aussi d'avoir un équilibre et d'avoir une espèce d'indépendance financière en ayant un tiers de financement public, un tiers de financement privé et un tiers qui sont plutôt de l'autofinancement. Du coup, nos clients, en fait, ça va d'ONG ou d'associations à des entreprises sociales, à des départements RSE, des fondations, mais aussi des entreprises classiques sur des campagnes audiovisuelles classiques. Alors sur les financements, on a donc à peu près 45% de financement public qui vient de collectivités territoriales, donc principalement des régions et des mairies. Ensuite, on a à peu près 45% de financement privé qui viennent d'acteurs tels que les mutuelles, parce qu'elles ont un objectif de sensibilisation qui est un peu le même que le nôtre. On a aussi beaucoup les fondations, qui tournent des fondations qui traitent des sujets qui sont les nôtres, donc autour de la santé et l'environnement. Et ensuite, on a une troisième source de financement qui est la clique des entrepreneurs de Génération Cobaye dont je vais parler tout à l'heure. Nous, chez InFocus, notre logique, c'est moins de chercher à réduire les coûts. Si on sait qu'on est short niveau budget, on préfère aller chercher plus de prestations et gonfler le budget plutôt que réduire des postes de dépenses qui sont importants pour nous. Nous, c'est important pour nous notamment de bien payer les personnes en externe avec qui on travaille et essayer de correctement se payer au sein de l'association. Donc, on va plutôt chercher du budget supplémentaire que réduire les coûts. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte qu'on regarde bien à quel point l'investissement humain et financier qu'on va mettre dans un projet nous permet d'atteindre ou non les objectifs qui sont ceux de l'association. Alors pourquoi développer ses fonds propres? La première raison qui est un peu évidente, c'est pour l'indépendance. Ça permet de conserver une liberté de ton totale. La deuxième raison, ça peut être une raison d'équilibre. Pour certains financements, ça permet d'avoir des rentrées qui sont stables et prévisibles. Troisième raison pour développer les fonds propres, c'est qu'il y a certains projets qui sont difficiles à faire financer et que dans ce cas-là, c'est la meilleure solution. Alors nous, pour développer nos fonds propres, on a fait deux choses. Donc déjà, on fait appel au public, principalement par des campagnes de crowdfunding. Donc ça, c'est lié à des projets. Et la deuxième façon, c'est de faire des prestations pour des entreprises. Alors pour ça, il faut pouvoir comprendre quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on fait pour une entreprise, pour pouvoir leur montrer des projets dans lesquels ils aient envie d'investir, enfin des prestations qu'ils aient envie de payer pour eux-mêmes. Pour ça, il est important, je pense que c'est d'impliquer aussi les bénévoles. Parce que c'est eux qui vont mettre en place ces prestations, qui vont agir et qui vont créer ces sources d'autofinancement. Nous, on a souhaité, chez Génération Cobaye, développer un club d'entrepreneurs pour une raison très simple, c'est-à-dire que nous, on promeut des solutions concrètes de consommation pour le quotidien des jeunes et que de l'autre côté, il existe des startups, des entreprises en France qui créent ces produits et qui, elles, sont à la recherche d'une communauté. Ils ont les solutions, on a la communauté, donc on a mis les deux en relation. Et depuis 2 ans, on a aujourd'hui 15 entrepreneurs qui nous proposent des produits, qui nous proposent des réductions sur ces produits et qui aussi participent au financement de l'association. Et bientôt, on souhaite aussi lancer un site marchand sur lequel ils pourront vendre leurs produits. Donc du coup, ça les aide à se développer et qui nous permettra aussi, grâce à un système de commission, de financer l'association. Alors, un exemple de partenariat concluant avec une entreprise privée, c'est l'exemple de la campagne Rue du Bonheur qu'on a fait avec Dom+.
Donc Plus, c'est une entreprise qui fait du service à la personne et ils souhaitaient parler de bonheur, faire un indicateur du bonheur chez les jeunes. Du coup, ils sont venus nous chercher parce qu'ils aimaient beaucoup notre façon de communiquer et on a construit avec eux un questionnaire de 100 questions qui permettait de savoir qu'est-ce qui rend les jeunes heureux. Donc, du coup, on a co-construit cette campagne, on l'a menée ensemble avec des objectifs communs qui, ça nous a permis de parler de sujets qui sont autour de la santé et environnement mais qui vont un peu plus loin, de toucher un nouveau public. Et eux, de leur côté, de construire cet indicateur, de se positionner sur ces sujets. Et ce qui était très bien pour nous, c'est que du coup, on a mené un projet qui était entièrement financé par ce financeur et qui permet d'atteindre nos objectifs. L'autofinancement chez InFocus, c'est essentiel parce qu'en fait, on est dans le B2B, entre guillemets, dans le social. C'est-à-dire qu'on aide des organisations qui aident des gens. On n'est pas obligatoirement en train de travailler directement sur un besoin sociétal. Et du coup, c'est assez compliqué d'avoir du mécénat ou des subventions là-dessus. Il y a la fondation, en l'occurrence Bettencourt, qui accompagne des organisations qui structurent le secteur associatif. Donc eux, ils comprennent notre travail et pourquoi c'est important qu'on soit là. Mais c'est quasiment les seuls en fait à travailler là-dessus. Et du coup, depuis le début d'InFocus, on a développé toute une partie, vraiment une offre commerciale. C'est comme ça qu'on vit. On a un peu un modèle hybride, un modèle de Robin des Bois de la vidéo, où en fait on vend des vidéos d'autant plus chères à des entreprises, à des départements RSE, éventuellement des fondations qui ont peut-être un peu moins d'argent que les entreprises, et ça nous permet d'avoir des tarifs nettement plus doux pour des ONG, des associations, des entreprises sociales. Du coup, on a vraiment cette espèce de modèle où il faut trouver en fait en permanence un équilibre. Dans un cas comme le nôtre, étant donné que 4/5 de notre budget c'est de l'autofinancement, on est obligé d'avoir un mode de fonctionnement et de pensée qui est finalement assez proche de celui d'une entreprise classique. On a un portefeuille de clients à gérer, à développer. Du coup, il faut avoir une force commerciale, il faut démarcher de manière régulière. Il faut avoir des outils qui changent un peu des outils classiques de la gestion associative. On n'est plus en train de travailler en mode budget, à se dire voilà l'argent qu'on a et comment on le dépense, ou voilà les manières dont on va aller chercher les financements. Du coup, il y a un suivi de trésorerie qui est différent. On a des clients, on a des paiements qui sont à 30-45 jours. Et du coup, de ce point de vue-là, on est obligé de, même si on a une volonté d'avoir un impact social et un but d'aider des organisations solidaires, on est obligé de se mettre dans un état d'esprit un peu d'entreprise classique avec une force commerciale et avant tout des clients à satisfaire pour pouvoir faire nos activités qui elles ont de l'impact. Du coup, nous chez InFocus, on était rapidement confrontés aux questions de fiscalisation de l'association parce que, étant donné que la plupart de nos recettes de notre budget, c'est de l'autofinancement, on a vite dépassé le seuil de recettes lucratives au-delà duquel il faut faire un choix entre sectoriser les activités ou être fiscalisé à 100%. Nous, en l'occurrence, on a décidé d'être fiscalisé à 100% parce que sur la partie non lucrative, on avait très peu de subventions ou de mécénat. Et c'est une partie largement déficitaire parce qu'on avait beaucoup de coûts et qu'on gagnait globalement très peu d'argent, alors que sur la partie lucrative, on était globalement assez excédentaire parce que c'est la partie vraiment où on marge. Et du coup, si on avait choisi de sectoriser les activités, c'est-à-dire qu'on aurait payé beaucoup d'impôts sur la partie lucrative qui est largement excédentaire, alors que non, on a un crédit d'impôt sur la partie déficitaire. Et le fait de fiscaliser l'ensemble de l'association, ça fait que l'un compense l'autre, et du coup qu'on a quand même moins d'impôts global. Donc dans notre cas particulier, c'était intéressant de se fiscaliser à 100%. Après, ça c'est c'est vraiment un calcul à faire au niveau de chaque association, en fonction de ses postes de ressources et de dépenses. En l'occurrence, la fiscalisation, c'est quand même tout un chantier. Donc moi, je peux que recommander d'être bien entouré si vous êtes confronté à ce genre de cas. Pour conserver des partenaires dans le temps, l'important c'est que quand tu veux chercher un partenaire, il faut lui vendre du rêve, mais après il faut assurer derrière parce que sinon il ne reviendra pas. Il faut être très transparent, beaucoup communiquer, qu'ils se sentent vraiment impliqués dans le projet et qu'ils comprennent bien ce qui se passe et que ça correspond bien aussi à ses envies. C'est bien aussi dès le départ, dès le début du partenariat, d'envisager le fait que ça continue à long terme et donc d'adapter le fonctionnement avec le partenaire à cet objectif. Dans le cadre spécifique de l'autofinancement, évidemment, comme c'est des prestations de services ou de la vente de biens qu'on fait, qu'est-ce qui fait qu'on garde ces partenaires qui sont en l'occurrence des clients, c'est la qualité du bien ou du service qu'on délivre et le relationnel qu'on a.
Du coup, c'est pas parce qu'on est une association qui a un autre objectif que vendre des prestations pour s'autofinancer qu'il faut pas prêter une grande attention à la qualité des prestations qu'on délivre, parce que c'est ça qui assure la pérennité du modèle économique.